Je vais essayer de vous parler des rapports de l'intelligence artificielle et des données avec ce qu'elles font aux sciences de la culture, c'est-à-dire la manière d'envisager le rapport au social et la description qu'on peut faire de la société et la compréhension de l'humain. Alors, dans mon titre, je ne parle pas d'intelligence artificielle, hein, c'est pas parce que je suis trompé de conférence, c'est pas que bon, mais c'est parce que comme on l'a très bien entendu ce matin, hier et tout à l'heure avec Jean-Claude, c'est que les données sont une étape de l'histoire de l'intelligence artificielle qui a commencé il y a très longtemps, hein, donc il y a plus d'une cinquantaine d'années. Et donc les données, c'est la manière contemporaine sur laquelle on vit l'intelligence artificielle, puisqu'il y a à peu près une dizaine d'années, on a eu la rencontre entre des algorithmes qui étaient là, une massification considérable de la disponibilité de données numériques, et puis par ailleurs la capacité de calcul, notamment grâce aux machines graphiques qu'a évoqué Jean-Claude, de pouvoir traiter ces masses de données. Ce qui fait que mon angle d'attaque, c'est du coup, qu'est-ce que cette disponibilité de cette masse de données peut changer par rapport à nos pratiques scientifiques et nos pratiques philosophiques concernant la compréhension de la culture et du social. Donc j'ai seulement deux idées, parce que plus ça m'échappe. Donc les deux idées que je vais essayer de vous présenter ici, c'est de dire, premièrement, avec les big data, on va avoir une nouvelle approche de la connaissance qui est revendiquée comme telle, et donc le promesse qui est d'un nouveau paradigme scientifique, c'est-à-dire une manière différente de faire de la science, mais qui va, comme on va le voir, poser de nombreuses questions épistémologiques, et d'où la question que je me pose de savoir si on peut vraiment faire confiance aux données dont on dispose, et notamment au traitement qu'on fait sur ces données. Et puis, par ailleurs, deuxième question, lorsqu'on va appliquer ces données pour pouvoir comprendre le social, eh bien, est-ce qu'on ne va pas construire une nouvelle approche du sens? Et ça va renvoyer à un propos du monsieur le professeur Jean-Michel Beignet hier. Je dis ça parce qu'il n'aime pas qu'on l'appelle professeur, hein, donc voilà. Pour renvoyer aux propos qu'il avait hier soir, c'est qu'on va avoir un effacement du langage comme moyen de compréhension pour qu'il devienne simplement un sac à mots, un sac à ressources pour pouvoir travailler des données et essayer de construire des décisions ou des compréhensions du social. Donc ces deux questions qu'on va essayer de voir, et donc avec deux mots cochons pour la soirée, épistémologie et herméneutique. Herméneutique, c'est donc l'art de l'interprétation, et donc le fait de pouvoir passer par la compréhension des choses pour pouvoir envisager l'action. Alors, commençons par l'approche des données par rapport à leurs promesses sur la compréhension du monde et le paradigme scientifique qui serait associé. Alors déjà, je vais essayer de vous dire un peu d'où je parle quand je parle des données, et ce qu'on appelle souvent à travers les données, c'est les big data. Alors évidemment, on pourrait se dire, ben, tout est dans le titre, big data, c'est qu'il y a des données, et puis il y en a beaucoup, elles sont big. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, enfin compliqué que ça. C'est en partie vrai, mais ce n'est pas seulement vrai, il y a d'autres aspects. Alors évidemment, première chose, dans big data, il y a big, donc c'est l'idée qu'on dispose de beaucoup de données. Mais évidemment, beaucoup, ça veut dire quoi exactement? Alors en fait, beaucoup, ça veut dire trop. En gros, on commence à rentrer dans le monde des big data le jour où on ne sait plus quoi en faire et qu'on est débordé. C'est-à-dire qu'on sort des pratiques habituelles pour pouvoir les traiter. Du coup, ça peut commencer avec très peu de données. Hein. En humanité numérique, par exemple, il y a encore une trentaine d'années, quelqu'un arrivait tout fou dans les couloirs de Paris-Sorbonne, université connaît bien Jean-Michel, en disant avec un DVD, j'ai tous les présocratiques. Tous les présocratiques tiennent dans mon DVD. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? Quelle analyse critique je peux en construire? Quels sont les outils que je vais pouvoir mettre en œuvre? Eh bien, lui, il rentrait seulement avec un modeste DVD, hein, ce qui ferait rigoler n'importe quel praticien d'IBM Watson avec ça. Il rentrait dans l'ère des big data parce qu'il devait changer de méthode de travail. Pour lui, le big commençait avec un DVD. Si vous prenez l'exemple qui n'est pas très loin d'ici, le CERN, c'est sans doute l'endroit du monde où il y a plus de données rassemblées, parce que c'est tous les capteurs de la physique qui alimentent les entrepôts de données du CERN. En fait, eux, ça fait très longtemps qu'ils maîtrisent les données. Ils sont à la tête de masse de données, mais on ne peut pas dire qu'ils soient réellement rentrés dans l'ère des big data, parce qu'en fait, ils ont des pratiques scientifiques bien installées depuis bien longtemps avant l'IA pour pouvoir traiter ces données-là. Donc, première chose, masse de données. Attention, c'est un critère relatif. En gros, big, c'est quand on est perdu. Deuxième chose, dynamique. C'est que ces données sont souvent produites de manière dynamique, notamment par des outils, des serveurs qui vont régulièrement, de manière temporelle, alimenter et enrichir constamment nos entrepôts de données. Et puis la troisième caractéristique, qui à mon sens est la plus importante, c'est que ces données sont hétérogènes. Ça veut dire qu'on va pouvoir, grâce à la magie du numérique, pouvoir rassembler
des données qui jusque-là, ils n'avaient pas l'habitude d'être ensemble et étaient toujours traitées de manière différente. Non seulement parce qu'elles étaient produites de manière différente, mais aussi parce qu'elles étaient traitées de manière différente. Typiquement, le monde du texte avec le monde de l'image, le monde de l'image avec le monde de la réalité virtuelle, etc. Des choses qui sont devenues familières maintenant à rencontrer ensemble, tout simplement parce que le numérique est ce milieu neutre qui peut accueillir énormément de réalités hétérogènes entre elles, mais qui deviennent homogènes tout simplement parce qu'on les a ramenées à du binaire, c'est-à-dire des 0 et des 1, et donc on peut les traiter de manière homogène comme du calcul, alors qu'elles sont hétérogènes du point de vue de leur statut sémiotique, du point de vue de leur statut communicationnel, etc. Alors les anglo-saxons qui ont toujours le génie du slogan, ils parlent des 4 V. Donc les big data, c'est 4 V parce qu'il y a du volume, donc premier V. Il y a de la rapidité et de la dynamicité dans la production de ces données. Il y a l'hétérogénéité, donc de la variété. Et puis, évidemment, de la véracité qui peut être variable, puisque comme on a accès à de nombreuses données qui sont massives, eh bien, on n'a plus besoin d'avoir une qualité exacte de chaque donnée, puisque la massification des données permet de lisser l'exactitude des données entre elles. Donc, si on a une donnée aberrante, par exemple, eh bien, elle sera noyée dans la masse des données à disposition. Donc ces 4 propriétés sont un petit peu la marque de fabrique des données numériques et surtout de ce qu'on appelle les big data. Alors une propriété sur laquelle il faut insister, c'est que justement le fait qu'on puisse parler du big data avec ses propriétés vient de cette particularité tout à fait importante mais triviale du numérique, c'est que le numérique, pour pouvoir avoir des données, eh bien, on va enlever tout ce qui caractérise ces données du point de vue de leur sens, de leur signification, pour les ramener simplement à du binaire manipulable par du calcul. Donc, d'une certaine manière, le numérique, pour pouvoir manipuler les données, il va faire abstraction de toute leur signification, de leur sémantique, pour pouvoir les ramener simplement à du calculable. Et donc, après, ça sera uniquement à travers les formats de lecture qu'on va avoir, les formats de production, d'affichage, etc., que l'on va réintroduire des choses qui ont du sens pour nous. Mais vous avez bien fait l'expérience, sans doute plusieurs fois, c'est que vous prenez un fichier numérique, vous pouvez le faire lire à un player vidéo, vous prenez le même fichier numérique, vous pouvez le faire lire à un player audio. Dans les 2 cas, vous verrez quelque chose ou vous entendrez quelque chose. Le numérique lui-même est agnostique sur de quoi il est le numérique. Le binaire n'a pas de signification par lui-même. Tout dépend uniquement de la convention de lecture qu'on va appliquer sur lui. Donc ça, c'est une propriété tout à fait importante parce qu'on voit bien que lorsqu'on va parler de données qui sont rassemblées dans un univers numérique, eh bien, on aura fait une assesse du sens, une abstraction du sens pour pouvoir simplement les rendre co-manipulables, co-gérables dans un même espace numérique. Vous avez donc le numérique, en fait, c'est le monde de ce qui n'a pas de sens. C'est un peu dans ce sens-là que les big data sont possibles. On peut avoir des data hétérogènes entre elles, tout simplement parce qu'on n'a pas à se soucier de leur homogénéité sémantique. On fait abstraction de leur sens, et c'est en ce sens-là, justement, qu'on peut les rassembler. Vous avez un peu la même idée avec la version algorithmique et complémentaire. Vous avez Gérard Berry, qui est un spécialiste de l'IA et de la preuve formelle des programmes, il est professeur au Collège de France. Il a toujours cette phrase un peu provocatrice de dire « un ordinateur, c'est complètement con ». C'est-à-dire que l'ordinateur, c'est jamais qu'un espace à manipuler des 0 et des 1 avec des méthodes formelles exécutables par une machine. Et donc, dit autrement, les données, c'est supprimer le sens pour pouvoir les rendre manipulables, et un algorithme, c'est rendre stupide un traitement pour qu'il soit applicable par une machine. Et donc, le vrai sens de l'intelligence artificielle, c'est de rendre les choses suffisamment stupides pour qu'elles soient exécutables par une machine. Dit autrement, la vraie question, c'est pas est-ce que la machine est aussi intelligente que l'homme, c'est est-ce que l'homme est aussi con qu'une machine. Il ne faut pas se tromper du sens de la question. C'est ça l'enjeu. Et c'est une vraie question, parce qu'on l'a évoqué hier avec Jean-Michel. La plupart de nos procédures aujourd'hui tendent à machiniser l'homme. C'est-à-dire que nos routines de gestion, vous êtes directeur d'hôpitaux pour la plupart, donc toutes les procédures bureaucratiques, la cage de fer de Weber, qui consiste à routiniser les actions, routiniser, ça veut dire qu'on les fait de manière machinale. Mais si on les fait de manière machinale, c'est qu'un ordinateur peut vous remplacer. La machinisation de l'humain est une programmation de le remplacement de l'humain par la machine. Et ça, c'est inscrit de manière inhérente dans tout fonctionnement technologique qui repose sur la machine. Donc l'effacement du sens, l'effacement de l'intelligence, c'est précisément ça le programme de l'IA, qui est très bien nommé à ce niveau-là.
En revanche, ça demande beaucoup d'intelligence de rendre un problème suffisamment stupide pour que la machine soit exécutable, puisse s'en servir. Donc l'informatique est l'art de stupidifier les problèmes, si vous voulez, et ça demande une certaine expertise par contre. Alors, Christian Lovy, ce matin, m'a rendu grand service puisqu'il a introduit ce qui, dans les années 2008, a fait un peu le buzz dans le monde des data. C'est le fameux programme Google Flu qui permettait de prédire la propagation de l'épidémie de la grippe en s'appuyant, alors comme l'a bien expliqué Christian, sur le fait de mesurer la propagation de l'information et ne pas faire d'observation épidémiologique. Et donc, on explique bien que Google s'est appuyé sur les requêtes des internautes, c'est-à-dire l'aspect purement informationnel, indépendamment de toute observation sanitaire, avec les moyens classiques. Et donc, vous avez la courbe bleue, c'est Google, et puis la courbe orange, c'est l'observation épidémiologique, et évidemment, c'est « waouh, c'est incroyable, ça match ». Alors, ça fait un papier quand même dans Nature, même si après, ils ont arrêté et tout le monde a conclu sur le fait que ça ne marchait pas. Mais au début, ça a été quand même un grand coup de tonnerre dans le ciel azuré des données, puisque ça permet de dire, bah tiens, simplement en observant les données, on n'a plus besoin de faire de l'expérimentation et l'observation comme d'habitude. Alors après, il y a eu plein de discussions. On a observé que dans certains cas, ça collait, d'autres, ça collait moins, etc. À la limite, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que ça donnait prétexte à plein de vaticinations, de prédictions, de prophéties sur le monde qu'on allait construire à l'aide des données. Pourquoi ? Parce que ce qui était en germe dans cette application à la Google, c'est que tout simplement, on n'a plus besoin de faire de l'observation scientifique, on n'a plus besoin de devoir construire des théories. Il suffisait de revenir à un bon vieil empirisme informationnel qui repose sur la circulation de l'information pour pouvoir construire les connaissances dont on a besoin et la décision qu'il faut prendre. Et donc, d'une certaine manière, ce qu'on avait sous les yeux, c'était un nouvel ère scientifique qui consistait à dire, écoutez les enfants, ça fait 2000 ans qu'on vous raconte des histoires, il faut avoir la théorie, etc. En fait, on n'a plus trop besoin. Maintenant, nous avons les données. Les données, c'est le monde. Donc, il suffit d'observer les données. On aura la connaissance. Alors, vous avez différentes variantes. Alors, en sciences humaines et sociales, vous avez Lev Manovich, qui est un spécialiste multimédia à Stanford, qui a dit, en fait, on va faire un nouveau paradigme scientifique pour les SHS, ce qu'on va appeler Cultural Analytics, et qui va permettre de pouvoir faire une analyse quantitative des phénomènes culturels. Alors, vous avez Chris Anderson. Alors, lui, c'est toujours le Wistiti de la bande, un peu le provocateur. C'est celui qui parlait de la longue traîne comme modèle économique sur Internet, l'ancien rédacteur en chef de Wired. Et il dit, en fait, dans un papier qui savait être provocateur, il dit, voilà, maintenant, c'est la fin de la science classique, c'est la fin de la suprématie de l'université avec les chercheurs qu'on maintient artificiellement en vie dans le laboratoire. Et on va pouvoir les remplacer directement par les données explorées par les machines. C'est une nouvelle ère qui s'offre devant nous. Et en pratique, ça devient en fait la possibilité d'envisager une décision qui se prend sans comprendre, c'est-à-dire une décision sans délibération. Il suffit juste de s'appuyer sur les données et de faire confiance à l'extraction et l'observation que l'on va faire à partir de cette donnée. En gros, comprendre ne sert plus à rien, parce qu'il suffit juste de s'appuyer sur les données. Alors, Cultural Analytics, c'est pour en prendre un des trois cas que je viens de citer, ça repose du coup sur des choses très simples. C'est le fait de dire, on va avoir d'une part une collecte de données. Donc, on va avoir, par exemple, un robot qui va aller sur le web et puis capter différentes informations. Par exemple, en sciences sociales, les gens aiment bien récupérer les tweets, puisque on ne sait pas récupérer les données de Facebook, c'est un bunker, c'est fermé. Donc, on va récupérer, quand on étudie les réseaux sociaux, uniquement les données de Facebook. Après, on va avoir différents analyses statistiques ou le type machine learning, comme l'a exposé Jean-Claude. Et puis à la fin, on va avoir des restitutions, c'est-à-dire d'une visualisation des informations, des résultats qui vont permettre de donner un sens à l'analyse qui a été faite et donc de pouvoir après projeter une certaine compréhension sur les données qu'on a analysées. Donc, par exemple, ça peut ressembler à des choses comme ça. Là, c'est un robot qui a capté, aspiré des sites de la politicosphère américaine. Et là, on représente les sites entre eux. Alors, chaque site est un nœud. Et un nœud est proche de l'autre parce qu'il partage avec son voisin des liens entrants et des liens sortants. Et donc là, vous retrouvez des informations sur les sites
démocrates, les sites républicains, et puis les partenariats qu'ils peuvent avoir, les proximités thématiques qu'ils peuvent avoir avec les autres centres d'information sur le web politique. Alors, ce paradigme, en fait, il y en a qui sont allés un petit peu plus loin en disant c'est un nouveau paradigme au sens propre du terme, c'est-à-dire une nouvelle manière de voir le monde et donc une nouvelle manière de l'étudier, donc une nouvelle manière de faire la science. Donc là, vous avez Jim Gray, qui, dans une célèbre conférence à Microsoft, a posé les principes de ce qu'il appelait le quatrième paradigme, et c'est devenu une figure de légende parce qu'après, il est parti sur son bateau et on ne l'a jamais revu. Donc c'est comme si Jean-Claude avait fait sa conférence et est parti sur une piste de ski, on ne le revoyait jamais. Vous voyez, donc il aurait été gourou jusqu'à la fin de maintenant, jusqu'à la fin des temps. Voilà. Tu vois ce qu'il te reste à faire demain matin. Voilà. Alors, lui, dans son propos, c'est quelque chose d'assez simple, qui est souvent repris d'ailleurs par les tenants des big data et de l'intelligence artificielle, c'est de dire, eh bien, l'exploration des données, ce paradigme de faire de la science fondée sur les données, c'est un nouveau pilier de la science par rapport aux trois précédents. Alors, les trois précédents, c'était lesquels? Le premier, c'est l'empirisme, c'est-à-dire on observe les phénomènes. Donc ça, c'est ancien, on sait faire, etc. Deuxième pilier, on fait de la théorie. Donc la chute des corps, la gravitation universelle, P égale mg, etc., F égale m gamma, tous ces trucs-là, on fait de la théorie, on fait des modèles, etc. Au XXe siècle, on invente l'ordinateur, on invente une troisième manière de faire de la science, c'est la simulation numérique. Par exemple, quand vous êtes climatologue, vous avez des données et vous faites tourner des modèles numériques pour prédire l'évolution du climat. Quand vous êtes un ingénieur chez, alors je ne vais pas dire Boeing parce qu'en ce moment c'est pas populaire, mais chez Airbus, eh bien, vous avez des modèles physiques qui vous permettent de simuler le comportement de l'avion que vous êtes en train de concevoir. Ça, c'est une rupture dans le sens où on peut utiliser un outil de calcul, mais s'inscrit complètement dans les principes que la théorie a exposés. Donc on est dans la continuité en fait des deux piliers précédents. Et puis, quatrième pilier, alors ça c'est nouveau, c'est l'exploration de données qui est indépendante de la branche théorique, puisqu'on va s'appuyer sur la collecte massive de ces informations pour, à travers leur exploration, eh bien, extraire toute la connaissance dont on a besoin. Et cette extraction de connaissances va reposer d'une part sur la massification, mais également sur la complétude représentée par l'hétérogénéité de ces données. J'ai un exemple en tête qui m'a été donné par un des collègues de Sorbonne, il travaille sur le climat, et il me dit, ben voilà, en fait, moi, j'ai deux trucs que je sais bien faire, c'est observer le climat dans généralité, par exemple le climat sur la surface de la Terre, parce qu'en fait, je connais bien la mécanique des fluides, je connais bien comment l'air, les masses d'air se déplacent, donc je sais à peu près décrire comment ça se passe. Un autre truc que je sais bien expliquer, c'est le microclimat, c'est-à-dire vous me donnez une mare d'eau avec la salinité, etc. Je sais à peu près vous décrire comment ça marche. Par contre, il y a un truc que je ne sais pas faire, c'est le climat d'une région intermédiaire. Par exemple, la région de la Savoie, la région de l'Île-de-France, etc. Parce que là, il faut que je considère des choses où j'ai aucun modèle qui permet de les rassembler ensemble. Il faut que j'ai un modèle du sol, un modèle de la pluviométrie, un modèle de la faune, un modèle de l'espace bâti, un modèle de la circulation des véhicules. Tout ça, c'est des données très différentes entre elles. Et si je veux les étudier, il faudrait que j'ai un modèle qui permette de les intégrer toutes. Et là, j'en ai pas. Ces données sont trop hétérogènes. Donc il me dit, ben moi, explorer les données, ça m'intéresserait ça. Parce que là, j'aurais, à travers le numérique, le moyen de les mettre ensemble, ces informations, et de voir en quoi je pourrais en faire quelque chose. Ça ne récuse pas dans son esprit, évidemment, ce qu'il sait faire avec les moyens classiques sur les macroclimats et microclimats, mais pour le mésoclimat, il se dit, tiens, là, j'ai des données hétérogènes à mobiliser, et bien peut-être que l'exploration des données pourrait me servir. Donc c'est une promesse qui est évidemment prônée par les chantres du numérique, mais qui n'est pas inintéressante, comme je viens de le citer avec mon collègue climatologue, puisque ça permet d'aborder des problèmes pour lesquels on est très mal armé avec les outils classiques de la science. C'est comment est-ce qu'on peut gérer ensemble des données qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble d'habitude. Alors évidemment, ça va poser quelques difficultés, et des difficultés qui reposent en fait pas tant sur les principes scientifiques que je viens évoquer, mais sur la manière dont on les met en œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA utilisée sur les données, c'est d'abord un fait technique. C'est un fait technique, c'est-à-dire qu'on va collecter des données, on va les traiter avec des outils, puis après on va avoir des outils de visualisation. Et pour les trois niveaux, on va avoir un problème. Alors là, j'ai introduit un troisième mot cochon, phénoménotechnique. Donc ça, c'est un terme qui vient d'un épistémologue français, Gaston Bachelard, et qui
utiliser ce terme pour dire que tous les phénomènes qu'on pense être issus d'une observation directe de notre environnement ne sont pas des phénomènes bruts, sont toujours des phénomènes construits par nos appareils de mesure et construits par nos outils d'observation qui sont eux-mêmes issus de nos théories précédentes. Donc, en gros, on n'a pas un phénomène, on a toujours une construction de phénomènes à travers nos outils. Or, là, on voit qu'on a trois types de construction. D'une part, je vais construire mes données parce que je vais aller les chercher, je vais aller les collecter, je vais aller les rassembler, etc. Et à chaque fois, eh bien, je vais les transformer, je vais en faire quelque chose de particulier. Deuxième chose, je vais les traiter avec des outils, que ce soit de l'apprentissage profond, comme on l'a vu avec Jean-Claude, des apprentissages statistiques, comme on sait faire depuis longtemps, ou d'autres types d'outils. Et puis à la fin, je vais avoir des outils de visualisation, comme les belles cartes que je vous ai montrées sur le web, où on voit des sites qui ont des liens entre eux, avec des belles couleurs, et on trouve ça super. Alors, le premier aspect, construction des données, ce n'est pas aussi trivial que ça en a l'air. Par exemple, quand vous allez aspirer des sites web, par exemple, vous allez faire une étude sur le web des différentes informations qu'on peut y trouver. Vous allez aspirer des sites, notamment parce que vous voulez les archiver, par exemple. Eh bien, vous avez un problème tout bête, c'est que aspirer un site, ça prend un certain temps. En général, quand c'est un gros site, plusieurs dizaines d'heures. Sauf que le site se met à jour pendant ce temps-là. Donc, vous allez aspirer un site web qui, pendant le temps d'aspiration, va se mettre à jour. À la fin, le site que vous avez archivé est un site qui n'a jamais existé. Pourquoi? Parce qu'il est à la composition des différentes tranches horaires de la mise à jour du site pendant son aspiration. Ce qui est un problème très déstabilisant. Vous montrez à un historien, en fait, une archive qui n'est pas un document d'origine, mais qu'un document qui est un patchwork composite, palimpseste, de différents documents qui ont été rassemblés, il ne peut pas en faire la critique. Il dit, donnez-moi un vrai document. Donc ça veut dire que déjà dans la construction des données, les données sont déjà pas forcément entachées d'erreurs. Elles sont déjà déplacées et transformées par ce dont elles sont les données. La donnée n'est pas la donnée de ce dont elle est la donnée. En fait, c'est toujours ça qui est paradoxal. Donc ça, c'est un premier type de problème. Mais il y a un deuxième type de problème qui est lié au traitement des données. Alors ça, merci Jean-Claude parce que tu m'as fait le job. C'est que dans l'apprentissage profond, on va utiliser par exemple des outils de type deep learning avec des réseaux de neurones et avec des couches cachées. Alors ça marche très bien parce que justement, on a toute une algorithmique qui a considérablement avancé ces dernières années. Et comme l'a montré Jean-Claude, c'est de l'algorithmique et souvent de la bonne cuisine, c'est de la haute cuisine. On a plein de chercheurs ou même d'ingénieurs qui savent régler les algorithmes de manière très fine, très adaptée pour pouvoir obtenir le résultat désiré. La difficulté qu'on va avoir, c'est que les résultats qui sont produits sont très difficiles à expliquer par la manière dont on les a produits. C'est-à-dire qu'on a une interprétabilité et une explicabilité des résultats qui reste toujours lacunaire. Alors, c'est un petit exemple pour pouvoir l'illustrer. Vous avez des réseaux qui vont essayer de reconnaître les chaises, un autre qui va reconnaître les éléphants, l'autre qui va reconnaître les voitures. Non, ça aurait pu être les chats. Ça aurait pu être les chats. L'autre, les visages. Eh bien, on dit, bon, ok, c'est vraiment différent. Sauf que lorsqu'on regarde le statut que possèdent les couches cachées par rapport à chacun de ces réseaux, on s'aperçoit que c'est des choses très, très semblables. C'est-à-dire que pour nous, humains, les différences qui existent bien dans ces réseaux, parce qu'ils ne font pas la même chose, sont indifférenciables. Donc on n'arrive pas à donner un statut à cette combinatoire algorithmique qui est faite sur les données. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on a un calcul qui marche bien, qui se termine, c'est la bonne vieille algorithmique avec toute sa valeur informatique et mathématique, sauf qu'on ne sait pas l'interpréter par rapport au résultat qui a été produit. Alors c'est un problème, mais ce n'est pas forcément une malédiction. Le fait qu'il y ait des choses qu'on sait faire mais qu'on ne sait pas expliquer, en science, ça arrivait plein de fois, notamment en mathématiques. Lorsqu'on a eu les nombres imaginaires en mathématiques, ils étaient imaginaires parce que précisément, c'était des artifices d'écriture pour pouvoir résoudre des équations. C'est qu'après seulement qu'on a appris à les interpréter, à leur donner un sens. Boole, dans ses premiers essais de l'algèbre de Boole, il avait des écritures où il affirmait qu'elles n'avaient pas de sens. Elles étaient juste des intermédiaires de calcul, c'est-à-dire des intermédiaires d'écriture. Donc en science, on a l'habitude des fois d'avoir des étapes qui sont simplement des échafaudages pour le résultat. Puis après, on les enlève. Ou alors, on les intègre dans la construction en leur donnant un sens.
Donc là, on a des intermédiaires de calcul qu'on ne sait pas interpréter pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'on ne saura pas leur donner un statut plus tard, mais ça veut dire que là, pour l'instant, on a un problème d'explicabilité des résultats. Dernier aspect, c'est la visualisation. Alors, la visualisation, c'est assez particulier parce que justement, on va produire des images, on va produire des vues, on va produire des choses que l'on va aborder comme si nous, on regardait, un peu à l'instar de ce qu'on a vu dans l'exposé précédent, comme si on abordait des images qui devaient parler d'elles-mêmes. Alors là, j'ai pris un exemple qui n'est pas un résultat de Big Data, mais c'est un exemple d'imagerie scientifique qui provient en fait des nuages de Magellan et qui est l'image d'étoiles en formation. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça les piliers de la création. Alors, c'était une imagerie qui est évidemment totalement reconstruite parce que, évidemment, c'est des rayonnements électromagnétiques qu'il y a derrière, ce n'est pas une photo. C'est aussi des télescopes qui ont enregistré des rayonnements électromagnétiques. Et donc, il y a quelqu'un qui a pris sa palette graphique, qui a fait des choix pour que tel type de rayonnement va donner tel type de couleur. Il a orienté aussi pour choisir que les choses se regardent dans ce sens-là. On aurait pu les orienter différemment. Bref, il nous a construit une photo qui nous parle à partir de données qui, a priori, ne disaient rien de tout ça. Ne disaient rien ni de la couleur, ni de la forme, ni de l'orientation. Et ce qui est assez amusant, c'est que quand on regarde comment cette photo a été construite, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, elle ne renvoie pas tellement aux données mesurées, elle renvoie plutôt à l'imagerie symbolique qui nous sert à l'interpréter. Pourquoi? Parce que les piliers de la création, c'est comme ça qu'on a appelé cette photo, ça renvoie quoi? Au fantasme du nouveau monde et des nouvelles frontières américaines, telles qu'on peut retrouver dans tous les imaginaires du XIXe siècle, notamment à travers ces peintures et les paysages du Colorado. Et rappelez-vous que le discours de Kennedy, les nouvelles frontières, c'était la conquête de l'espace. Donc en fait, on s'aperçoit que ce qui est tout à fait particulier, c'est que lorsque on a des images qui sont produites par un processus qu'on ne comprend pas, eh bien, on l'interprète, on la comprend, bien sûr, on la comprend, mais on la comprend non pas du tout par rapport à la manière dont elle est produite, on la comprend par rapport à ce que nous, on savons déjà, par rapport à nos propres héritages culturels et nos stéréotypes. Et ça, c'est le piège des images, c'est que quand vous montrez une image, tout le monde voit quelque chose. Tout le monde comprend quelque chose. En face d'une image, c'est très difficile de savoir qu'on ne comprend rien. En plus, on n'aime pas dire ça. Je ne comprends rien, ça ne fait pas bien. On est censé avoir fait des études et avoir des diplômes. Il ne faut pas dire qu'on ne comprend rien. Donc, on va retrouver plein de choses. Alors ça, c'est un exemple, mais celui-là, par exemple. Là, c'est une vraie image produite par des processus big data. Donc là, on va retrouver, en gros, les républicains, les démocrates, et puis on va dire, ah, c'est rigolo, les républicains, ils sont près des sites qui prônent l'armement et l'industrie militaire. Ah, puis c'est amusant, les démocrates, ils sont près des sites qui parlent de politique sociale et de la santé. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est que j'interprète cette carte qui, a priori, est jolie, avec des belles couleurs, mais le sens que je lui donne, c'est par rapport à ce que je savais déjà. Évidemment, tout le monde sait que les démocrates américains sont assez proches des préoccupations de la santé. Tout le monde sait que les républicains sont en prise avec le lobby de l'armement. Donc le sens que je donne à cette carte, ce n'est pas le sens qui a été mesuré par cette carte, c'est le sens que moi je projette par rapport à ce que je sais déjà. Et pourquoi? Parce que la production de cette carte étant pas interprétable directement par les outils qui l'ont produite, qu'est-ce qui me reste pour la comprendre? Puisque je ne peux pas l'expliquer de la manière dont elle est produite, je l'interprète par rapport à ce que je sais déjà. Et donc, on retrouve un bon vieux problème. Là, c'est pour faire plaisir à Jean-Michel. C'est le problème du mais non. Alors, vous allez dire, mais non, mais si, mais non. Donc, le mais non, c'est un... Oui, je sais, elle est pitoyable, cette blague. Mais bon, c'est assez misérable, mais bon, ça fait rien. Il commence à être tard. Voilà. Donc, c'est un dialogue de Platon dans lequel Platon montre que la connaissance du nouveau est impossible. On ne peut pas apprendre quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que de deux choses l'une. Si c'est vraiment nouveau, le jour où vous le rencontrez, vous ne le reconnaissez pas, c'est nouveau. Mais si vous le reconnaissez, c'est vous le connaissez déjà, donc ce n'est pas nouveau. Donc une connaissance nouvelle, on ne peut pas l'apprendre parce qu'elle n'est pas reconnaissable comme telle. Et c'est pour ça que dans la stratégie de Platon, c'est montré que du coup, les connaissances qu'on apprend, c'est celles dont on se ressouvient par sa théorie de la réminiscence. Et là, l'exemple, c'est qu'il fait découvrir à un petit esclave des théorèmes de la géométrie en disant c'est pas lui qui l'a appris, donc si on arrive à lui faire redécouvrir, c'est qu'il le savait déjà, etc., dans la théorie de la réminiscence. Alors nous, évidemment, on n'est pas dans la théorie de la réminiscence platonicienne. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les pratiques quotidiennes des big data, on est bien quand même dans cette reconnaissance de ce qu'on le sait déjà. Parce que là, du coup, c'est une observation que j'ai pu faire avec des doctorants qui travaillaient dans les PME qui font du consulting en big data, c'est la place du storytelling. Quand vous faites une étude big data, vous avez des clients qui ont donné leurs données.
Vous faites tourner vos modèles, vous sortez des résultats. Et du coup, vous allez montrer vos résultats à vos clients. Qu'est-ce que vous leur racontez? Parce qu'ils veulent entendre. Et qu'est-ce qui se passe quand ça marche bien? C'est de dire « Ah, c'est amusant ce que vous nous dites là. » Non, comment on fait pour revenir? Voilà. C'est ce que vous nous dites là. On avait déjà observé que tel client, il était proche de celui-là et on se disait qu'il fallait faire une option marketing là-dessus. Ah, c'est rigolo que vous dites ça, que ça c'est proche, parce que ça, on l'avait déjà observé. C'est-à-dire, en gros, le client, qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, c'est de pouvoir asseoir ses intuitions préalables. Donc, de pouvoir reconnaître ce qu'il sait déjà dans la production d'informations que vous lui proposez. Mais évidemment, comme c'est très difficile de l'expliquer par rapport à la manière réelle d'avoir produit ces images, notamment à partir des données d'origine, eh bien, le plus simple, c'est de faire un storytelling qui fonctionne bien. Et donc, la place de la rhétorique dans la restitution des résultats est un phénomène majeur aujourd'hui dans les big data. Et d'ailleurs, celui qui a produit cette carte, qui est Guilhem Futillou, qui est l'un des fondateurs de l'Influence, il dit honnêtement, sérieusement, la seule personne qui puisse comprendre cette carte, c'est moi. Les autres ne sont pas capables de la comprendre parce que justement, ils ne savent pas comment moi je l'ai produite et comment j'ai fait toutes les approximations, les petits ajustements, etc., qui permettent de donner un sens aux données. Mais donner un sens aux données, ce n'est pas les sens qu'on leur trouve, c'est le sens qu'elles possèdent. Et c'est évidemment toute la nuance est là. Donc voilà, ça c'est un premier niveau de difficulté qu'on va avoir, c'est que les datas, c'est effectivement une promesse, mais on a plein de petits déplacements techniques qui sont problématiques. Comment est-ce qu'on collecte des données et comment les données sont-elles transformées, comment sont-elles fidèles par rapport à ce dont elles sont données? Deuxièmement, je fais un traitement sur les données qui n'est pas toujours explicable. Et troisièmement, quand je montre ce que j'ai fabriqué avec mes données, eh bien, j'ai une espèce de fantasmatique, alors qui n'est pas fantasmatique prestigieuse, comme on vient de le voir tout à l'heure sur l'art, etc., l'humain dans tout ça. Non, non, c'est une fantasmatique beaucoup plus basique. C'est que moi, je projette le quotidien de mon métier dans ce qu'on est en train de me montrer. Donc, ce qui fait que tout le monde est content. Hein. C'est aussi une manière de gérer le consensus. Alors, si on applique ça maintenant à des données qui ne sont pas seulement des données scientifiques, des données d'observation globale, mais des données qui sont proches du social, on va avoir un autre déplacement. Alors, là, je vais encore m'appuyer sur monsieur le professeur Jean-Michel Beignet. Je t'aurais bien énervé ce soir. Hein, alors, pourquoi? Parce que dans nos sciences de la culture et les sciences de la nature, qui est une manière assez habituelle de décrire nos deux piliers scientifiques, eh bien, on a une tradition qui repose sur deux choses. Dans les sciences de la nature, eh bien, on fonctionne depuis 300 ans, 400 ans sur la mesure. C'est la mesure qui permet de pouvoir caractériser le phénomène. Et on a des théories qui s'appliquent sur les mesures qui sont les mêmes que celles qui ont permis de créer la mesure. Quand vous êtes au CERN, eh bien, vous avez une théorie physique qui vous a permis de construire des colliseurs de particules, et c'est cette même théorie physique qui vous permet de comprendre ce que vous avez observé. Et ça, c'est très important, vous avez une continuité épistémique entre votre manière de décrire le réel et votre manière de l'expliquer. C'est les mêmes théories qui vous servent aux deux. Et là, toute la science moderne repose là-dessus. Cette continuité absolue entre la production des données et leur explication. Il n'y a pas de hiatus. C'est cohérent, c'est continu. On vient de voir à l'instant que dans les big data, ça n'a rien à voir. Quand je collecte des données sur le web, ce que j'utilise, c'est ma connaissance du protocole IP. Quand je vais avoir ces données, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ce que je connais en apprentissage statistique ou en machine learning. Les algorithmes de théorie des graphes ou de machine learning que je vais utiliser sont totalement agnostiques par rapport à la nature des données que j'ai collectées. Elle pourrait s'appliquer sur des données du web, mais tout à fait autre chose. Et comme Christian l'a montré ce matin, si vous prenez une population de femmes enceintes et de baleines, vous pouvez caractériser le nombre de femmes enceintes avec la mortalité des baleines. Vous pouvez corréler tout et avec n'importe quoi. Sciences de la culture, eh bien, on a également un autre pilier. Ce pilier, c'est le langage. Le langage, c'est ce qui permet de collecter des données qui sont en général des entretiens, des textes, des contenus culturels, des photos, des vidéos, etc. C'est-à-dire tout ce qui permet de véhiculer du sens. Et c'est cette compréhension du sens qui va me permettre d'interpréter et de construire mon théorie du social. Alors, autour de cette science de la culture, eh bien, on va effectivement avoir une nouvelle transition, également aussi pour les sciences de la nature, c'est qu'on passe d'une épistémologie de la mesure, d'une épistémologie du langage, à une épistémologie de la donnée.
La donnée, c'est une espèce de rouleau compresseur qui va remplacer en fait ce qu'on faisait d'habitude avec la mesure et ce qu'on faisait d'habitude avec le langage. Et donc, dans le cas de la culture, eh bien, ce qui est nouveau, et ça c'est assez récent parce que ça monte à 30 ans, c'est à peu près la première fois qu'on a à notre disposition une somme énorme de contenu numérisé. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore 20 ans, le cinéma n'était pas intégralement numérique. La télévision est passée au numérique à peu près il y a une quinzaine d'années. Donc c'est à peu près la première fois qu'on a aujourd'hui des données culturelles massivement numériques et massivement du coup collectables, rassemblables et homogènes par leur statut numérique. Donc c'est ça qui est tout à fait nouveau. Et pour vous donner un exemple, à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, où j'ai travaillé quelques années, eh bien aujourd'hui c'est 1 million d'heures de vidéos qui rentrent par an au titre du dépôt légal. C'est-à-dire que vous avez 1 million d'heures de vidéos qui chaque année enrichit les collections de l'INA. Quand moi je suis arrivé, c'était 50 000 heures. Donc vous avez une inflation des masses numériques. Et donc un chercheur aujourd'hui qui travaille en communication, eh bien, il va consulter ces millions d'heures. Il aura besoin d'avoir d'outils pour cela. Donc on va avoir en fait l'idée de pouvoir observer la culture, non pas à travers la compréhension qu'on en a, parce qu'on ne peut pas voir tous les programmes, on ne peut pas voir tous les textes, on ne peut pas lire tous les textes, etc. Donc on va demander à des outils de pouvoir les explorer pour nous. Mais les outils, ils ne comprennent pas. Rappelez-vous, l'ordinateur, c'est complètement con. Donc, il va explorer les données comme des données binaires et qui sait rassembler, décortiquer, etc. C'est-à-dire que le langage, à ce niveau-là, n'est plus la médiation qu'utilise le chercheur pour comprendre ce qu'il observe et du coup construire une théorie qui l'explique. Le langage devient simplement une ressource, une suite binaire dans des fichiers qu'on va pouvoir observer. En gros, un texte aujourd'hui, c'est un sac à mots. Et un sac de mots qu'on va pouvoir comparer à d'autres sacs de mots. Pour ça que vous avez pu dire, ah bah tiens, Molière, ça a été écrit par Corneille. Tout simplement, c'est cette comparaison qui est très discutable en termes de stylistique d'ailleurs. C'est encore un débat qui a fait couler des torrents d'encre dans le milieu des SHS, parce que précisément, en réduisant le langage à une somme de mots, eh bien, on a perdu énormément d'informations qui étaient liées à cette nature des textes et des langages. Donc on a comparé des choux et des carottes, mais comme c'était à la fin, pas des choux et des carottes, mais seulement des 0 et des 1, ils devenaient comparables. Il ne faut jamais oublier que quand vous étiez petit, parce que comme moi, vous avez un jour été petit, et vous êtes allé à l'école, et on vous a dit, mélange pas les choux et les carottes quand on compte. Mais pourquoi il ne faut pas le faire? Parce qu'on peut le faire. Quand on compte 1 et 1, on peut compter un chou et une carotte. C'est parce qu'on peut le faire qu'il ne faut pas le faire, parce que sinon on fait n'importe quoi. Le numérique, par définition, c'est l'espace dans lequel on peut tout rassembler, ce qui n'a rien à voir. On peut le faire, mais du coup on le fait. C'est ça la différence avec quand on était petit, c'est qu'en numérique, comme on peut faire n'importe quoi, on le fait. C'est une nouvelle variante de la loi de Gabor qu'on a vue hier. Mais, par contre, elle est un peu moins sélecte, elle est un peu moins chic. Et donc, ce rapport au langage, qui devient simplement une donnée, eh bien, c'est un effacement de la culture comme milieu partagé entre l'observateur et l'observé à travers ce bain de la culture et du langage. Et ça, c'est un nom assez précis. C'est ce que j'appelle le nominalisme, puisque c'est en fait le fait de considérer que le langage, ce ne sont que des noms manipulables, que des faits, et qui n'ont pas, en gros, de prétention sémantique et de prétention interprétative. Il suffit simplement de les traiter comme des données. Alors ça, c'est, pour me rattraper, c'est de faire un truc un peu plus chic. Le nominalisme, c'est assez vieux, ça date du XIIe siècle. Donc là, c'est pour les collègues compiègnois, il y en a quelques-uns qui sont là. Donc le premier nominaliste de l'histoire occidentale, c'est Rosselin de Compiègne. J'étais à l'UTC, donc voilà. Et donc pour lui, les mots sont des flatus vocis, donc littéralement des flatulences sonores, des flatulences verbales. C'est pas très chic, mais c'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire que ce sont que des ondes sonores qu'on peut manipuler comme telles. C'est-à-dire que comprendre un mot, non, c'est connaître le signal qui est associé. C'est exactement la distinction que faisait Jean-Michel hier entre signe et signal. Pour le nominaliste, le langage est un signal. Évidemment, le plus connu, vous le connaissez, c'est Guillaume d'Occam, et certains parmi vous le rencontrez dans certaines productions cinématographiques recommandables. Alors, maintenant, cette vision du langage, qui n'est pas inintéressante dans la mesure où explorer des masses de textes grâce à des outils qui considèrent que le langage est une donnée, ce n'est pas forcément quelque chose d'inutile.
Ce qui est embêtant, c'est si ça devient le statut exclusif de la langue dans la culture. Mais le faire en soi, on peut apprendre plein de choses intéressantes. Alors maintenant, ça va poser comme quelques questions, parce que la question qu'on va avoir, c'est quel statut ça va donner à notre compréhension de la culture et au sens qu'on peut y trouver. Alors, une manière de présenter les choses et de le dire, c'est de se rappeler ce que veut dire le mot données, pourquoi on appelle les données des données. Rappelez-vous, quand vous étiez, encore une fois, à l'école, vous aviez des problèmes à résoudre. Vous aviez les données du problème. Les données du problème, en général, elles étaient assez artificielles, elles étaient conventionnelles. C'est ce que l'on se donne pour pouvoir entamer un processus de traitement, de résolution de problèmes. En gros, la donnée, c'est un arbitraire qu'on se donne pour pouvoir le faire. Et vous comprenez du coup que peu importe si la donnée est fidèle ou pas, peu importe si la donnée qu'on a captée est bien fidèle à ce qui devait être capté. La donnée, c'est ce qu'on se donne de manière arbitraire pour pouvoir après appliquer nos algorithmes. C'est pour ça que le terme donnée n'est pas si mauvais. On l'a beaucoup critiqué, mais il n'est pas si mauvais parce que c'est comme ça que ça se passe. On se donne des données et après, on voit bien ce qu'on va en faire. Sauf qu'évidemment, il y a un petit truc qui est arrivé entre les deux, c'est que la donnée, on s'est dit, on les a toutes. Il y a toujours ce fantasme de l'exhaustivité des données. Derrière Big, il y a trop, mais derrière Big, il y a tout. Et donc, rappelez-vous, mon chercheur en littérature dit « j'ai tous les présocratiques ». Le fantasme de l'exhaustivité. Avec les données, je les ai toutes. Mais si on a toutes les données, ça veut dire que j'ai le monde dans mon entrepôt de données, si j'ai toutes les données. Donc, je n'ai plus besoin de m'interroger sur la fidélité des données, parce que le monde sait les données. Donc, je n'ai pas besoin de poser la question de savoir si les données sont vraies ou pas. Le monde est la donnée. On ne demande pas au monde s'il est vrai ou faux. La donnée, c'est la donnée. Donc, du coup, on ne s'intéresse pas forcément à l'origine de la donnée, ni ce qu'on va faire à la donnée pour la capter comme donnée. C'est ce que, précisément, fait le numérique à nos observations, à nos phénomènes. C'est que ce que fait le numérique, c'est qu'il va tout simplement transformer nos phénomènes en données pour nos algorithmes. Il ne fait seulement ça. Alors, il le fait très bien, avec une efficacité qu'on n'a jamais connue jusqu'à présent. Mais il fait cette notion très simple, c'est de dire, j'ai des algos, ces algos fonctionnent sur des données. Je lui donne des données. Et donc, le petit tour de passe-passe, c'est que ce qui sont pour nous des textes, des vidéos, des données de patients, etc., ça devient simplement des données pour un algorithme. Et on a transformé, en fait, l'information en données dont le seul statut, c'est d'être simplement manipulable par l'algorithme. Et donc, le numérique, c'est sa force et sa faiblesse. Le numérique, il va installer une espèce de co-manipulabilité entre les données. Quand vous avez des données du patient, avec ces données administratives, par exemple, et pathologiques, eh bien, vous allez simplement les rendre co-manipulables. On peut les agencer ensemble à travers de mêmes algorithmes. Et c'est ça l'intérêt. A priori, ça n'a rien à voir, mais l'intérêt de les mettre ensemble avec les algorithmes, c'est que ça va devenir les données de votre outil. C'est ce que je viens de dire. Alors, derrière, se pose, c'est que, justement, est-ce qu'après tout, le monde est vraiment une donnée ? Et est-ce qu'on peut considérer qu'on peut rassembler les informations qu'on a sur le monde comme étant simplement des données pour nos algorithmes ? Et la question qui va se poser, c'est que est-ce que la manipulation des algorithmes qui vont être effectués sur les données rendent bien justice à nos données ? Et en fait, là c'est mon quatrième mot cochon de la soirée, et après c'est terminé, c'est que la question qui est sous-jacente à ce problème, c'est la notion d'ergodicité. En gros, je vais dire que mes données, la valeur qu'elles ont, c'est d'être manipulables dans mon algorithme. Et donc, ce que va faire mon algorithme avec, il va être cohérent et correct vis-à-vis de la nature de la donnée. Donc, je fais une hypothèse implicite qui consiste à dire que la variabilité de mes données est bien prise en compte par ce que le numérique et l'algorithme est capable de faire. Donc, je fais en fait une hypothèse de homogénéité des données entre elles pour pouvoir être utilisées par un algorithme. Or, quand je fais une hypothèse d'homogénéité, c'est qu'en fait, je vais faire une hypothèse que mes données sont ergodiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'ergodicité ? Alors là, je fais le mariole avec ce nom-là, mais en fait, ça ne fait pas si longtemps que je le manipule. Hein, donc, simplement, bon, voilà, ça permet de faire chic un soir avant le dîner. Et il va falloir que je conclue, c'est ça, bientôt. Oui. Alors, l'ergodicité, c'est quelque chose d'assez simple, qui est en fait un concept qui vient de la physique. C'est le fait de dire, ben voilà, j'ai
une information que je veux gérer et je veux prédire ce qu'elle va devenir. Donc ce qui m'intéresse, c'est une donnée singulière. Par exemple, je prends un arbre et puis je voudrais savoir ce qu'elle devient. Eh bien, ce que dit l'ergodicité, c'est que si je connais tous les arbres et dans tous les états qu'ils peuvent avoir, eh bien, l'observation des états simultanés de tous les arbres que j'ai à ma disposition me permet de prédire l'évolution de l'arbre que je suis en train de voir. Donc, vous avez deux idées liées à ça. C'est que la compréhension de l'individu eh bien, se ramène à la compréhension des différents états statistiques observés de la population. Et donc, ce qui va arriver n'est jamais que la réplication statistique de ce qui est déjà arrivé. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué les autres jours. Hein. C'est que, en gros, l'hypothèse que je fais, c'est que la donnée que je suis en train de faire, d'étudier, n'est jamais que la répétition statistique de ce qui est déjà arrivé, et comprendre ce qu'est la donnée et comment elle va évoluer n'est jamais que le miroir statistique de la distribution des données entre elles dans mon entrepôt. Donc ça veut dire que, grosso modo, ce qui arrive n'est jamais que la répétition statistique de ce qui est déjà arrivé. Alors ça, vous l'avez entendu depuis 2 jours de manière ad libitum, voire ad nauseam, mais c'est quelque chose d'assez important à avoir en tête. Pourquoi ? C'est que, effectivement, quand on a une information ou une donnée, eh bien, en gros, il y a toujours 2 manières de voir comment une donnée peut varier. La première, un peu issue des sciences humaines et sociales, c'est considérer que ce qui arrive, le donné, l'information sur un patient, la personne que vous allez soigner, etc., est singulière. Alors ça veut dire quoi, singulier ? Singulier, ça veut dire qu'on n'est pas comparable à autre chose. Singulier, c'est qu'on est un élément absolu qui ne peut pas être approché à une quelconque autre réalité. C'est l'être aimé. L'être aimé, il est absolu. Si vous dites « Ah, tu me fais penser à la petite copine que j'avais il y a 10 ans », en général, ça se passe mal. Vous avez observé ça. Voilà, ça marche dans les 2 sens, d'ailleurs. Donc, de manière plus sérieuse, chez Lévinas, le singulier absolu, c'est Dieu, comparable à rien d'autre, etc. Et donc, toute une compréhension de l'humain, c'est que la rencontre de l'autre, que ce soit un patient, un collaborateur, etc., c'est un singulier au sens, c'est un absolu. L'autre manière de voir ce qui arrive, l'information, c'est de le voir comme un particulier. Alors un particulier, ça veut dire que c'est bien quelque chose d'individuel, mais, cum grano salis, c'est le particulier qui est simplement que la manifestation d'une loi générale. Par exemple, mon caillou, il est tombé, c'est lui, c'est individuel, c'est un caillou particulier, etc. Mais quand il tombe, il ne fait qu'illustrer que la loi de la chute des corps. Il n'est que la manifestation particulière d'un fait général. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose. Parce qu'un singulier n'est pas comparable, et en particulier, le singulier n'est pas ergodique. On ne peut pas le ramener à ce qu'on connaît déjà. Par contre, le particulier, par définition, lui, il est ergodique. On peut le ramener à ce qu'on connaît déjà. C'est même la définition du particulier. J'ai des lois qui permettent de décrire son comportement général, et quand mon caillou tombe, c'est ce qu'a fait Galilée, il a dit, écoutez les enfants, vous allez rire, il y a une loi derrière. Cette loi, et en plus, elle est géométrique. Et donc la question qu'il y a derrière, c'est de savoir dans quelle mesure les informations qu'on manipule eh bien, peuvent remplir la condition d'ergodicité implicite que je suis en train de faire. Alors par exemple, en économie, la grosse discussion que va faire Douglas North, qui est quand même un prix Nobel, voilà, il ne dit pas que n'importe quoi, il écrit aussi n'importe quoi, mais il dit par exemple le réel n'est pas ergodique, donc l'économétrie ne marche pas. Parce que les lois économiques, quand elles sont économétriques, elles font une hypothèse d'ergodicité du réel qui n'est pas réelle, qui n'est pas remplie. Donc lui, il est sur une autre étude de description économique, qui est tout à fait intéressante d'ailleurs, mais qui n'est pas compatible avec, par exemple, l'école économétrique française. Et puis, par ailleurs, il y a tout un ensemble de considérations sur les sciences sociales où le sens, où la compréhension de la société n'est pas ergodique, c'est-à-dire ce qui arrive n'est pas simplement la répétition de ce qui est déjà arrivé. Par exemple, quand vous lisez un terme dans Proust, eh bien, le sens d'un mot dans Proust n'est pas simplement la répétition du dictionnaire. Et ce n'est pas la répétition de ce que ce mot signifiait chez Bovary, n'est pas une répétition de ce que ce mot signifiait chez Flaubert, Stendhal, etc. Proust n'est pas la moyenne des écrivains précédents. Il a innové, il a mis en place un nouveau sens. Et quand vous faites des études littéraires, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous comprenez en quoi le sens d'un mot chez Proust est différent de tous les autres. Et donc, cette singularité, c'est ça qui va faire la génialité de l'œuvre littéraire de Proust. Donc, en études littéraires, par exemple, par définition, eh bien, si elles existent, c'est parce qu'elles font l'hypothèse que le sens n'est pas ergodique. Sinon, il n'y a rien à dire.
hein. Il n'y a rien à dire sur pourquoi étudier Proust plutôt que le catalogue Ikea ou, et oui, ou les petites... ou la littérature de gare qu'on évoquait tout à l'heure. Il n'y aurait pas de différence. Pourtant, on est tous d'accord pour dire qu'il y en a une. Ben, s'il y en a une, c'est tout simplement parce que dans le monde du sens, le sens n'est pas ergotique. Alors bon, il y a des auteurs sérieux qui ont dit ça, hein, pas que moi. Donc en sociologie, c'est Max Weber, en philosophie, c'est Ricoeur, en sémantique, c'est François Rastier, etc. Donc il y a des gens sérieux qui ont déjà débattu de ça. Et donc pour terminer, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir comme conclusion sur les big data? Alors première chose, les big data, c'est une vraie rupture technique, voire une rupture épistémologique. C'est-à-dire que pour les scientifiques, c'est quand même de nouveaux outils qu'ils peuvent utiliser et on peut faire des choses intéressantes avec. Par contre, ça pose des questions pour lesquelles on ne sait pas répondre aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne saura jamais y répondre, mais on ne sait pas y répondre. Notamment sur toutes les questions épistémologiques que j'ai évoquées tout à l'heure, sur l'explicabilité, l'interprétabilité des visualisations, etc. Et puis, on a des questions un peu plus profondes aussi. C'est que derrière, en fait, on a des hypothèses qui, pour l'instant, sont souvent implicites sur la nature du monde et du sens. En gros, quand vous faites des big data et que vous faites de l'IA, vous considérez que le monde a une variabilité bornée, que le monde ne connaît pas le nouveau, le monde ne connaît pas le singulier. Et ça, c'est très important dans le cadre d'une société humaine, c'est que par définition, l'autre, il est singulier, c'est pour ça que j'ai envie de le connaître et que j'ai envie de rentrer en relation avec lui. Ce n'est pas qu'un particulier qui ressemble à ce que j'ai déjà connu. Donc, il faut avoir en tête qu'il y a cette hypothèse implicite dans nos traitements big data que l'on fait sur les données du social. Ça ne veut pas dire qu'il faut les faire, qu'il ne faut pas les faire, mais il faut simplement les remettre en perspective par rapport aux hypothèses implicites qu'elles ont faites. Donc c'est pour ça qu'on a une conclusion un peu en demi-teinte. Je ne dis pas que les big data, c'est pas bien, je ne dis pas que c'est bien. Ainsi fait que souvent, d'ailleurs, en fonction de l'assistance que j'ai, soit je me fais engueuler de toute manière. Parce que les gens me disent, mais pourquoi vous concédez autant au big data? C'est vraiment n'importe quoi. Ou alors, c'est quoi ces putains de jeunes filles de vierges effarouchées par rapport à la technicité des algorithmes d'IA qui, quand même, nous permettent d'avoir des choses bien plus importantes et intéressantes que ce qu'on avait avant. Là, je dis ni l'un ni l'autre. Ce que je dis, c'est que les outils qu'on utilise sont pour l'instant des faits techniques dont les postulats à la fois scientifiques et épistémologiques restent à interroger. Voilà, je vous remercie.